Welcome to Inside the Corner Office, a podcast where you will be taken behind the scenes of the daily life of a CEO. I'm Thomas Buberl, CEO of AXA. In each episode of this podcast, we will delve into a specific aspect of this role. You will see that making decisions from an office is definitely not what this job is all about. For every topic, we'll be joined by a leader of a major organization. I hope you will enjoy these discussions. Tune in and take a seat at the table. We are inside the Corner Office. Bonjour à tous et à toutes. J'ai le grand honneur d'être aujourd'hui avec Elisabeth Borne, ancienne première ministre et aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. C'est le premier podcast of Inside the Corner Office en français. Elisabeth Borne n'était pas uniquement ancienne première ministre de 2022 à 2024. Elle était aussi la deuxième femme à avoir occupé ce poste en France. Ingénieure de formation, elle a alterné entre haute fonction publique et la direction des entreprises publiques et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Elle a été CEO de la RATP, le réseau de transport à Paris pour tous les gens qui connaissent Paris bien, et directrice de la stratégie de la SNCF, incarnant un leadership opérationnel et stratégique. Elle raconte son parcours et ses réflexions sur le pouvoir dans son livre qui a été récemment publié, 20 mois à Matignon. À la croisée des mondes publics et privés, on voit beaucoup des approches différentes, le leadership très différent et c'est ça, donc, on veut parler parce que certainement dans une période assez agitée dans laquelle il est nécessaire que les entreprises et le gouvernement travaillent plus ensemble, il faut que chacun comprenne de l'autre côté. Et c'est ça notre but aujourd'hui, de mieux comprendre de quelqu'un qui a vécu dans les deux mondes, comment on peut mieux mettre ces deux mondes ensemble. Mais pour commencer, Elisabeth, vous vous rappelez de notre première rencontre ? Alors, je pense que notre première rencontre, bonjour d'abord Thomas, je pense que c'était un dîner que j'avais organisé à Matignon avec des chefs d'entreprise. On était au lendemain de l'invasion de la Russie sur l'Ukraine et on commençait à avoir tous les signes de crise, notamment la crise énergétique, l'inflation qui a suivi. Et puis on s'était revus juste avant mon déplacement en Allemagne. Je devais rencontrer le chancelier et c'était évidemment précieux pour moi d'avoir votre regard croisé sur la France et l'Allemagne. Exactement, c'est là où on a déjà pratiqué cette rencontre des deux mondes. Si on commence peut-être par la RATP et votre parcours dans l'entreprise, parce que si je regarde un peu les derniers 7 ans, il y a eu 3 grandes réformes qui se sont passées, la réforme de la SNCF, la réforme de la retraite, la réforme sur les normes de travail. Vous avez tout vécu des côtés différents. Alors, si on commence maintenant par la RATP, c'était comment à l'époque de diriger une grande entreprise, donc l'État est propriétaire, comment vous avez trouvé une ligne de conduite stratégique en étant avoir un actionnaire qui était 100% l'État? Alors, il faut admettre que c'est un peu compliqué d'avoir l'État comme actionnaire, d'abord parce que il peut avoir plusieurs voies en fait. Quand vous avez le ministre des Transports ou le ministre de l'Économie, ils n'attendent pas forcément la même chose de vous, donc c'est un peu particulier d'avoir un actionnaire unique mais qui peut avoir plusieurs points de vue sur votre entreprise. Et puis je pense que l'État, en tout cas moi je l'ai vécu avec un État actionnaire à 100%, a du mal à comprendre que le dirigeant d'une entreprise est là pour défendre les intérêts de son entreprise. Et que quelque part, ça lui appartient de s'assurer que les intérêts sont alignés. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est important, et moi je me suis efforcé, quand j'étais de l'autre côté, de veiller à ne pas être trop interventionniste dans la gestion des entreprises publiques, et puis à prendre en considération le fait que le chef d'entreprise n'a pas d'autre ligne possible que de défendre les intérêts de son entreprise. Et à l'époque, quand vous étiez à la RATP, vous avez géré cette complexité comment? Parce que essayer d'expliquer est possible, mais pour trouver des oreilles assez ouvertes là-dessus est difficile. Comment vous avez manœuvré dans cette difficulté?
Alors le côté multiplicité de l'État peut être assez utile dans ce genre de contexte, hein, parce que parfois, effectivement, le ministre des Transports veut absolument que la grève s'arrête et vous demande de lâcher sur la négociation salariale. Mais là, vous avez le ministère de l'Économie qui dit « Oula, attention, il faut au contraire tenir les comptes ». Donc, c'est un peu en jouant tactiquement des uns contre les autres qu'on peut finalement arriver à trouver sa ligne. Alors, il faut diriger l'entreprise en divisant l'actionnaire, c'est ça. Je comprends. Et à l'intérieur, comment? Parce que l'État n'est pas uniquement présent vis-à-vis la directrice générale dans ce cas-là, mais aussi, j'imagine, dans les instances de l'entreprise. Comment on peut aligner l'entreprise, qu'ils doivent rester dans leur totalité sur la stratégie que vous et votre comité de direction à l'époque a définie, sans que l'État se mêle en bas dans des instances? Enfin, c'est objectivement assez compliqué parce que l'État peut être représenté à différents niveaux et peut avoir un certain nombre de fonctionnaires dont c'est une occupation importante, en fait, de se prendre pour le dirigeant de l'entreprise à votre place. Il se trouve que je connaissais bien quand même les ministres qui étaient en charge. Ça permettait de mettre des lignes rouges quand l'État se substituait aux dirigeants de l'entreprise. Mais c'est aussi un actionnaire qui peut être utile, notamment quand on part à la conquête de marchés à l'international. Là, on est plutôt heureux d'avoir l'État qui peut mettre à disposition le corps diplomatique pour aller chercher des marchés dans des pays où les relations interétatiques peuvent jouer un rôle important. Il y a une autre pression quand on est PDG de la RATP parce que chaque Parisien, s'il y a un métro qui ne marche pas, un bus qui est en retard, c'est toujours la faute de la RATP. Et la pression médiatique, la pression publique est assez forte. Comment vous avez géré ça personnellement? Parce que c'est toujours lié au chef de la RATP que les choses ne marchent pas. Oui, je pense que en fait, c'est une entreprise qui est extrêmement présente dans le quotidien de millions d'habitants de la région Île-de-France. Et puis, elle exploite aussi des métros et des transports en commun, a priori, sur les 5 continents. En fait, elle a des contrats dans des grandes villes un peu partout dans le monde. Ça suppose évidemment d'avoir une entreprise qui est très en pointe sur les enjeux technologiques, mais en fait, on se rend compte assez vite que cette entreprise, elle ne fonctionne que par l'engagement de ses agents. Donc c'est une boîte dans laquelle le management a vraiment un rôle extrêmement important. Une entreprise auquel les salariés sont fiers d'appartenir et sont conscients de la réputation de cette entreprise qui est sans doute un des leaders du métro automatique. Et c'est vraiment en jouant aussi sur la fierté, sur l'engagement des agents, des salariés, qu'on arrive à tenir une qualité de service qui est indispensable pour tous ceux qui prennent les transports en commun tous les jours. Il y a beaucoup de choses qui marchent très bien, mais je le connais de l'assurance, il y a toujours des gens qui se plaignent, c'est très peu de gens, mais leur voix est assez élevée. C'est ça la différence et la difficulté qu'on a comme chef d'entreprise. C'est sûr qu'un tout petit pourcentage de gens pas contents, ça fait quand même du monde. Exactement. Alors, si je passe à autre chose, c'était la réforme de la SNCF. C'était au début du premier quinquennat du président Macron. C'était une réforme à l'époque assez osée et je veux dire presque assez dangereux parce que c'était quand même une grande guerre entre les cheminots de la SNCF et le gouvernement, avec beaucoup de grèves, avec beaucoup de risques que ça peut déraper. Vous vous rappelez comment vous vous avez senti dans cette situation de quand même haute tension? Alors c'est une entreprise que je connaissais bien et je pense que d'avoir été moi-même au sein de la SNCF me permettait aussi de comprendre ce qui pouvait être important pour les salariés et leurs représentants. Il se trouve que j'avais, dans des fonctions antérieures, mené une première réforme de la SNCF. Donc voilà, quelque part, je pense que le fait de comprendre l'attachement des cheminots à leur entreprise, ce qui est important pour eux, était sans doute important pour pouvoir mener une telle réforme. Et puis après, sur le fond, c'est un dossier que j'ai suivi sur de nombreuses années. C'est comme la plupart des chemins de fer européens, une entreprise qui était très endettée. C'était aussi un énorme
point positif pour l'avenir de l'entreprise de pouvoir reprendre sa dette historique, comme ça a pu être fait en Allemagne bien avant. Donc moi, j'étais vraiment convaincu que c'était l'intérêt de l'entreprise de pouvoir mener cette réforme, de transformer le statut de l'entreprise, de sortir de la séparation qui avait été mise en place entre gestionnaire d'infrastructure, celui qui gère les rails et celui qui exploite les services de transport, quelque part de faire une réforme qui ressemble à ce qui a été fait en Allemagne. Et moi, je me réjouis de constater que depuis la réforme, depuis le désendettement, depuis la réunification de l'entreprise, elle a des très bons résultats, elle dégage des excédents qu'elle peut réinvestir pour moderniser son réseau. Aujourd'hui, avec le recul qu'on a, c'était la bonne décision et ça a plutôt bien marché. Mais à l'époque, je me rappelle, il y a eu quand même des moments où moi, j'ai eu peur que ça va exploser. Vous aussi, ou c'était pour vous toujours clair que c'est tendu et ça va se calmer après ? Moi, j'ai toujours ressenti que les cheminots étaient conscients qu'il y avait une transformation qui était indispensable. En fait, ça faisait une vingtaine d'années qu'on tournait autour du sujet du désendettement de l'entreprise, qu'on avait eu des constructions un peu artificielles, et j'avais pas de doute que les cheminots, au-delà de la réaction qui était assez prévisible, qu'on transforme un établissement public en société anonyme, c'était forcément quelque chose qui ne passait pas naturellement. Quand on arrêtait le recrutement au statut de cheminot pour passer à un recrutement de droit commun, ce qui apparaissait indispensable dans un contexte d'ouverture à la concurrence, quand on crée un cadre social pour la branche et donc pour les autres entreprises, que quelque part, même s'il y avait des protestations, j'étais convaincu que les cheminots étaient conscients que c'était l'avenir de l'entreprise qui se jouait et qu'au-delà des contestations et des manifestations et des grèves, ils avaient bien en tête que c'était l'avenir de leur entreprise qui était en jeu. Parlons des 20 mois à Matignon. Alors, vous avez vu des ensembles de directions très différents. Vous arrivez à Matignon comme la deuxième femme première ministre de la France. Gérer un gouvernement, c'est quoi relatif à gérer une entreprise comme la RATP ? Alors, c'est très différent, en fait, d'avoir des responsabilités de ministre ou de premier ministre. Peut-être, je pense que quand on a l'habitude d'être chef d'entreprise, ça a un côté assez déconcertant. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise, que vous décidez de mettre en place, par exemple, un nouveau service, finalement, vous maîtrisez toute la chaîne de commandement et à la fin, le service se met en place. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes ministre ou premier ministre, parce que vous avez besoin de beaucoup d'intermédiaires, vous avez besoin souvent des collectivités locales, et c'est plus difficile d'aligner finalement les intérêts et d'avoir des résultats. Et c'est vrai, quand on a une culture de résultats, comme on peut avoir quand on est chef d'entreprise, c'est un côté un peu déconcertant de voir que la pratique peut être dans ce monde de faire des annonces et puis pas nécessairement de se préoccuper que les annonces se traduisent dans la réalité. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de mon engagement comme ministre ou premier ministre, de m'assurer qu'on change vraiment la réalité, le quotidien des Français, et pas simplement qu'on est dans les effets d'annonce. En tout cas, les temps peuvent être différents et je pense que la culture d'un certain nombre de ministres, c'est plutôt de présenter des textes de loi, de faire des annonces et pas nécessairement de s'assurer qu'il se passe quelque chose dans la réalité. Mais on peut imaginer ça comment ? Alors, dans une entreprise, vous avez un chef, une chef qui, avec son équipe, détermine les priorités et après, ça se met en route. Comme chef du gouvernement, c'est comment ? C'est les ministres qui arrivent avec leurs priorités ? C'est vous donnez le cadre ? Ça marche comment ? Non, c'est quand même d'abord, dans notre système en France, c'est le président de la République qui a un programme. Ensuite, le gouvernement trouve le chemin pour mettre en œuvre le programme. Quand on est nommé, en général, on fait un discours devant le Parlement, une déclaration de politique générale qui donne une feuille de route. Et ensuite, on s'assure que chacun, dans son domaine, met en œuvre la feuille de route qui a été définie. Mais il peut y avoir un certain écart entre le moment où vous annoncez des réformes et le moment où vous plongez dans ce qui pourrait s'appeler le management de votre ministère pour vous assurer que ça ne reste pas des paroles en l'air et qu'on va jusqu'à la mise en œuvre, le dernier kilomètre dans tous les territoires du pays pour que, effectivement, les réformes se mettent en œuvre. Mais ce discours de la politique générale, est-ce que c'est vu avec les ministres avant ou c'est votre discours et après le reste doit suivre ?
Alors, c'est plutôt vu avec le président de la République, qui a fait campagne sur un programme. Et voilà, chacun de ceux qui sont dans le gouvernement sont supposés avoir écouté le programme présenté par le président de la République et adhéré aux orientations qu'il a données. Et ensuite, chacun doit décliner dans son domaine la feuille de route. Les plus grands défis comme Premier ministre dans le leadership du gouvernement, c'est quoi ? Les plus grands défis, c'est peut-être de trouver de la cohésion dans son équipe. J'ai toujours pensé, peut-être c'est parce que j'ai eu l'habitude de manager des équipes, qu'on a besoin de cohésion dans une équipe, qu'on a besoin d'avoir aussi un dialogue assez franc, qu'on n'est pas chacun dans son couloir de nage. En tout cas, moi, je souhaitais que les ministres puissent participer à la vision d'ensemble de ce qu'on portait et que chacun puisse aussi, avec son expérience, aider à prendre les bonnes décisions et ensuite soit solidaire de ses collègues, parce qu'on est quand même dans un monde dans lequel vous pouvez assez vite être critiqué, dans lequel une petite phrase peut donner lieu à un buzz médiatique. Et donc, c'est important d'avoir à la fois une équipe où on peut se parler franchement, où chacun donne son point de vue, où ça permet de prendre des meilleures décisions que si tout le monde fonctionne de façon individuelle, et ensuite on doit être solidaire de son équipe. Parlons vite des buzz médiatiques, parce que la pression sur la première femme de l'État est quand même extrêmement élevée. Comment vous avez géré cette pression ? Parce que, je veux dire, si je regarde les réformes, notamment la réforme des retraites, c'était chaud à l'époque. Vous avez géré ça comment, cette pression ? En fait, c'est en permanence, quand vous êtes en responsabilité politique, de toute façon, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est scruté, commenté, déformé. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, si on veut survivre dans cet univers, il faut forcément prendre de la distance. Et moi, c'est vrai qu'au long de mon parcours, j'ai pris l'habitude de garder de la distance avec les bulles médiatiques, avec les attaques personnelles, et de me dire que finalement, ce qui m'importait, c'était le sens de mon action et les responsabilités que j'exerçais, et pas forcément la bulle médiatique du moment qui va être chassée par une autre bulle médiatique. Et vous faites quoi pour prendre la distance ? Parce que se balader dans les rues ne marche pas. Se promener dans la forêt ne marche pas non plus parce que vous êtes connu par tout le monde. Vous faites quoi pour prendre de la distance ? Alors d'abord, je vais quand même courir une fois par semaine. Ça fait du bien. Mais je pense qu'assez vite, il faut se dire, je lis pas le journal le matin, je n'écoute pas les commentaires et je trace ma route. Alors vous dites, il faut vraiment se faire confiance soi-même et pas écouter trop à gauche à droite. Je pense qu'il faut écouter son équipe rapprochée. Oui. Je pense qu'il faut dialoguer avec les membres de son équipe gouvernementale, mais qu'il ne faut pas écouter tous les commentaires qui caricaturent, qui déforment, qui cherchent le petit point qui peut être mis en avant. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas écouter. Dans un gouvernement, une équipe rapprochée, c'est plutôt votre équipe. À l'époque, c'était votre équipe à Matignon, c'est quelques ministres. Comment on peut imaginer ça ? C'est plutôt des ministres qui ont du poids du point de vue de leur ressort, ou c'est des gens que vous avez beaucoup appréciés ? Vous avez constitué cette petite équipe comment ? En fait, c'est les deux. C'est à la fois des ministres et moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe, à part quelques individualités qui étaient vraiment dans le collectif, qui souhaitaient que l'équipe gouvernementale fonctionne. Et donc, c'est très précieux d'avoir des gens qui sont en soutien. Et puis, évidemment, l'équipe rapprochée, elle a aussi un rôle important. C'est l'équipe avec laquelle on peut décompresser, l'équipe qui est là pour vous soutenir. Et puis, moi, j'ai aussi besoin je crois beaucoup à l'humour, en fait, quand on est dans des situations de tension, et donc c'est aussi l'équipe avec laquelle vous pouvez avoir des grands fous rires. Ça me paraît aussi important. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est la même chose dans l'entreprise. Mais vous avez aussi dit qu'il y a quelques membres qui n'ont pas suivi, ce courant que vous avez voulu suivre. Dans une entreprise, si on a quelqu'un qui ne marche pas avec l'équipe, on a quand même l'opportunité de le changer ou faire autre chose. Dans un gouvernement où vous avez en plus encore un chef qui se manifeste sur des nominations, c'est peut-être plus difficile. Comment vous avez géré les non-alliés ? C'est sûr que
Dans un gouvernement, je pense plus que dans une entreprise, vous en avez certains qui se voient bien à votre place et qui, comme vous l'avez dit, on a la caractéristique en France d'avoir une forme de tête de l'exécutif un peu bicéphale et qui peuvent jouer à contourner le Premier ministre ou la Première ministre en passant directement auprès du Président de la République. En fait, ça marche assez rarement. Moi, je crois assez peu aux aventures individuelles. Ceux qui veulent prendre la lumière assez vite, ça ne marche pas très bien pour eux. Ils se brûlent très vite. C'est ça. Je vois. Parlons-en du président de la République, parce que c'est vrai, vous êtes première femme dans l'État, mais vous avez quand même un président de la République avec son équipe au-dessus, qui prend quelquefois des voix directes, soit avec les ministres ou même dans les ministères. On gère ça comment? Parce que ça devient quand même assez compliqué. Alors l'équipe, c'est pas forcément très, très impactant. Ensuite, je pense que la double commande qu'on peut avoir en France, je pense que c'est un vrai problème de nos institutions. Ça brouille un peu le message. Moi, dans mon livre, je fais des propositions parce que je pense que c'est important de reclarifier le rôle des uns et des autres. On avait un cadre à l'origine de la Ve République dans lequel il y avait un rôle clair, un partage clair entre le président de la République et le Premier ministre. Et je pense que la confusion qu'on peut avoir aujourd'hui est assez préjudiciable aux uns comme aux autres. Et du coup, je pense que ça serait utile de pouvoir moderniser nos institutions pour avoir, comme on a dans la plupart des démocraties européennes, un président de la République qui donne le long terme, la vision de long terme, qui est au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis. Et puis, un Premier ministre, ou comme on a en Allemagne un chancelier, qui est aux commandes pour de bon, et qui est responsable devant le Parlement. Donc je pense qu'il y aura quelques évolutions institutionnelles à faire dans notre pays. En 2027, on a peut-être la prochaine opportunité de voter pour ça. Vous avez dit quelque chose de très important, vous avez fait sans grande annonce. Et c'est vrai, encore une fois, si on regarde les premiers ministres sous le président Macron, vous êtes peut-être la seule qui a fait le plus grand nombre de réformes. Comment vous avez fait ça si tranquillement? Parce que de l'extérieur, c'est toujours beaucoup plus simple que de l'intérieur. Parce que les gens veulent avoir des annonces, ils veulent se projeter sur les projets, mais vous étiez toujours très mesuré sur les annonces et plutôt sur la livraison. Comment vous avez géré cette tension que les gens veulent des annonces? C'est un peu une question de tempérament. Moi, je pense que le temps de l'action politique est assez long. Je pense qu'on retire beaucoup de crédit aux responsables politiques en multipliant des annonces dont les gens voient bien qu'à la fin, elles ne sont pas mises en œuvre. Je pense qu'il faut faire moins d'annonces et plus d'actions. Vous avez mentionné au début de notre discussion, quand on s'est vu la première fois à ce dîner avec les chefs d'entreprise. Quand vous avez eu des rendez-vous avec des chefs d'entreprise, est-ce qu'ils sont dans un monde différent? Est-ce qu'ils vous comprennent bien? Quel est votre conseil à ces chefs d'entreprise pour mieux travailler avec la politique? Alors, je pense que ce qu'on attend d'abord des entreprises, et ça n'a pas toujours été porté en France en fait, c'est qu'ils créent de la richesse et qu'ils créent de l'emploi. Donc là, ils sont complètement dans leur rôle, et c'est plus du côté du gouvernement qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans des réponses faciles où on augmente les impôts, et ça a souvent été l'attitude en France. Ensuite, c'est vrai que c'est aussi important que les chefs d'entreprise soient conscients des attentes sociétales, puissent aussi répondre, par exemple, aux exigences qui sont peut-être moins fortes aujourd'hui, mais sur la transition écologique, puissent répondre aussi aux attentes. Et je pense que c'est très important en France sur la promotion sociale. Donc je pense que les entreprises, au-delà de leur rôle d'acteur économique, ont un rôle important sur beaucoup de sujets qui préoccupent nos concitoyens. Et ce dialogue entre les gouvernements et les entreprises me paraît vraiment important pour que les entreprises soient aussi porteuses de ces attentes sociétales. C'est ce que, par exemple, AXA peut faire sur les femmes victimes de violences. Je pense que c'est important qu'on ait cet écho-là au sein des entreprises sur les grandes préoccupations sociétales.
Non, je suis d'accord. Et les entreprises peuvent et doivent être vecteurs du changement social. Ils ont beaucoup d'ancrage dans les territoires, ils ont beaucoup de confiance aussi de leurs collaborateurs, je suis tout à fait d'accord. Mais si je m'appelle aussi des rendez-vous politiques que moi j'ai vécu, on se termine beaucoup de fois dans une longue liste de critiques au lieu de dire, OK, qu'est-ce que les entreprises peuvent proposer pour aider? Est-ce que vous avez senti ça aussi que, oui, on parle que des choses qui marchent pas. Les entreprises comprennent peut-être pas forcément toujours comment la politique marche. Est-ce que vous avez eu des frustrations là-dessus dans vos rendez-vous avec les chefs d'entreprise? Il peut y avoir, en fait, parce que je pense que depuis 2017, on a essayé de corriger les charges, les impôts qui pesaient sur les entreprises. Et quand on a pu se tourner vers les entreprises en disant on a besoin de vous, par exemple sur l'insertion professionnelle des jeunes, sur le maintien dans l'emploi des seniors, on n'a pas forcément eu toujours le répondant. Donc je pense que c'est important qu'on se dise qu'on est dans une société qui est peut-être plus éclatée, qui est victime aussi d'une information continue, de réseaux sociaux qui sont plutôt en train de fracturer la société, et qu'on a peut-être une responsabilité commune de pouvoir marquer des avancées ensemble qui correspondent aux attentes de la société. Et je pense que c'est vraiment important sur l'insertion des jeunes, y compris ceux qui n'ont pas forcément les diplômes, et de leur donner leur chance. C'est important que les salariés puissent se dire que, comme c'était peut-être davantage le cas par le passé, on peut rentrer dans l'entreprise, avoir la possibilité de repasser des diplômes, avoir une formation continue, et qu'on n'est pas assigné dans une condition pour l'ensemble de sa vie. Et je pense que le fait que chacun puisse se dire qu'il a la condition de s'engager, de travailler, qu'il a des chances de réussir et de devenir responsable cadre dans une entreprise, c'est très important pour la cohésion du pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas, si je prends une discussion actuelle sur le financement de la défense, beaucoup d'excitation sur le réarmement de la France, de l'Europe, que je soutiens tout à fait, mais je pense quelquefois il manque aussi un peu de compréhension comment l'État marche, parce que augmenter le financement est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour le réarmement. Il faut des soldats, il faut l'augmentation de la capacité du secteur de défense et beaucoup d'autres sujets. Et je pense aujourd'hui, il manque un peu, et je le dis pour moi aussi, de compréhension profonde comment l'État marche. Est-ce que vous avez senti ça aussi des chefs d'entreprise ou pas? Enfin, c'est souvent deux mondes qui ne se connaissent pas. Oui. Je disais, quand on dirige une entreprise dont l'État est actionnaire, on voit bien à quel point, au sein de l'État, beaucoup ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, les gens ne connaissent pas nécessairement non plus le fonctionnement de l'État, les politiques publiques, les contraintes et les attentes. Donc je pense que le fait que les deux univers se connaissent mieux, je pense que c'est important. Comme chef d'entreprise, on est beaucoup de fois très seul. Et j'imagine comme Premier ministre aussi. C'est ce que nous, on fait. On essaie de chercher un peu ses confrères pour comprendre leurs défis et comment on peut apprendre l'un et l'autre. Dans la politique, ça se fait dans la même manière. Quand vous avez vu vos collègues Premier ministre ou chancelier, on échange sur des défis et comment les autres les attaquent, ou c'est pas du tout le cas? Si, en fait, moi, je trouve que c'est des moments qui font du bien, en fait, de voir que les collègues ont les mêmes difficultés que vous. En tant que responsable de chef de gouvernement, on a tous les mêmes difficultés. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet échange de pair à pair pour se dire que, bon, c'est compliqué dans son pays, mais finalement, ça l'est aussi dans les autres pays. Et c'est assez rassurant de voir qu'on peut avoir les mêmes problèmes sur, effectivement, le buzz médiatique, qu'on peut avoir la même difficulté à expliquer des réformes, qu'on peut avoir la même difficulté aussi à, par exemple, former les compétences dont l'économie a besoin. Je crois que c'est un problème qui touche la plupart des pays, donc ça a un côté assez rassurant. Beaucoup de fois, on dit aujourd'hui qu'il manque un peu de courage dans la politique. Vous avez quand même mené une réforme très courageuse à l'époque, la réforme de retraite, qui s'est bien terminée, mais qui reste encore sous tension. Comment vous avez fait à l'époque? Parce que le résultat n'était pas du tout certain et il y a eu énormément quand même de résistance.
En fait, j'ai pris beaucoup de temps, contrairement à ce que les médias ont rapporté, pour discuter avec les organisations patronales et syndicales. Et pour moi, quand on sait de toute façon qu'on sera critiqué sur le contenu de la réforme, c'est important de savoir qu'on a fait le nécessaire ou qu'on a fait au mieux pour que la réforme soit équitable, soit juste. Je pense que c'est finalement plus facile de tenir quand on peut avoir des contestations à partir du moment où on est certain de porter la meilleure réforme qu'on a essayé de proposer aux Français. Et vous avez eu des moments de doute dans ce processus parce que c'était quand même assez chaud à l'époque. Je me rappelle, ils ont compté les parlementaires pour voir est-ce que ça va bien marcher ou pas. Forcément, on a des moments de doute, surtout quand on mesure que les groupes parlementaires qui devraient voter la réforme, finalement, ont décidé, pour des considérations pas toujours très glorieuses, de ne pas voter cette réforme. Donc ça veut dire recourir à l'article de la Constitution 49, qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement. Et c'est extrêmement violent en fait de se dire qu'on a mené des semaines de concertation et que finalement on a le choix soit de ranger la réforme, soit de passer dans ce qui est appelé un passage en force. Engager la responsabilité de son gouvernement, le 49.3, ça veut dire je pense que cette réforme est suffisamment importante pour que je mette ma démission dans la balance. Donc, ce n'est pas réellement ce qu'on peut qualifier de passage en force, mais c'est vu comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un moment qui n'est pas évident. En même temps, vous voyez, aujourd'hui, quand on voit l'état des finances publiques en France, quand on voit qu'on est un des pays dans lequel on part le plus tôt à la retraite, il s'agit de passer à 64 ans et pas tout de suite, tout en protégeant beaucoup de Français, puisque 4 Français sur 10 n'aura pas à travailler jusqu'à 64 ans. On se dit que cette réforme, elle est indispensable. Et moi, la réforme des retraites et les réformes de l'assurance chômage que j'ai menées, c'est 30 milliards d'euros d'économies à l'horizon 2030. Je pense que quand on voit l'état des finances publiques en France, voilà, c'est indispensable. Ou alors, on peut décider qu'on laisse le déficit filer et à la fin, on sera rattrapé par des injonctions de redresser les comptes. C'est quelque part notre capacité à agir, notre souveraineté qui est aussi en cause en prenant le risque de mener des réformes, même impopulaires, pour réduire le déficit. Comment on prend une décision comme ça, de dire « Ok, je mets maintenant mon destin sur la table, soit ça passe ou ça casse ». Comment on prend cette décision de tirer le 49.3 ? En fait, on prend cette décision quand on se dit qu'on n'est pas Premier ministre pour durer le plus longtemps possible. 20 mois, c'est aujourd'hui assez long maintenant. Ça paraît très très long. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être là pour battre des records de longévité. J'ai considéré que ma responsabilité, c'était de mener les réformes que je pensais utiles pour mon pays. Et puis, si les gens n'en veulent pas, ils n'en veulent pas. Oui. C'est aussi assez rare, parce que beaucoup de gens regardent toujours leur carrière et qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser. Vous avez choisi d'aller pour vos convictions, qui est assez rare. Alors aujourd'hui, vous êtes à nouveau dans le gouvernement, mais vous êtes ministre. Est-ce que ce n'est pas très difficile de travailler pour un de ses successeurs ? J'ai refusé plusieurs fois de rentrer au gouvernement. J'ai choisi de soutenir le gouvernement de François Bayrou et d'y prendre ma part parce que je crois à ce qu'il porte en fait. C'est quelqu'un qui, depuis des décennies, pense qu'il faut mener une politique au centre, qui est humaniste, qui est pro-européen et c'est quelque chose auquel je crois, que je souhaite défendre d'autant plus qu'on voit qu'on a une montée des extrêmes dans notre pays. Moi, je crois résolument que le bon chemin, il est au centre. Et donc, c'est aussi un soutien à ce positionnement politique que j'ai voulu affirmer en re-rentrant au gouvernement. Mais est-ce que c'est dans le quotidien pas difficile parce que vous avez fait ce travail pendant 20 mois et vous connaissez bien. Est-ce que c'est pas toujours une hésitation de dire « Ah oui, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça » et on a du mal à rester dans sa boîte du ministère? Alors en fait, j'ai pris le parti de ne pas rester dans ma boîte et de m'exprimer, de m'exprimer sur ce que je juge utile, de le faire auprès du Premier ministre, pas forcément dans les médias, et puis aussi dans les médias, quand certains collègues prennent des positions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, je dis ce que je pense. Vous continuez votre chemin de suivre vos convictions. C'est ça. Très bien.
Peut-être pour la fin, vous avez, comme on a vraiment parcouru un parcours très, très large et très différent. Pour la prochaine génération des leaders qui nous écoutent, votre conseil, c'est quoi? Peut-être mon conseil, c'est de dire que rien ne me prédestinait en fait à avoir le parcours que j'ai eu, que moi je pense finalement que par la volonté, par la détermination, par le travail, on a la chance d'être dans un pays où tout est possible. Mon combat, c'est aussi de m'assurer que pour chaque jeune, et c'est ce qui est passionnant à la tête du ministère où je suis aujourd'hui, pour chaque jeune, quelle que soit son adresse, quel que soit son milieu social, quelle que soit la couleur de sa peau ou son genre, on est capable de l'accompagner pour qu'il réalise aussi son propre parcours de réussite. Très bien. Moi, c'est ce que j'ai appris. Il faut se battre pour ses convictions. Mais absolument. Même si ça veut dire c'est la fin de sa carrière, mais c'est jamais la fin de sa carrière. Non, mais je pense que c'est ce qui fait sens et moi, c'est ce qui m'a toujours animé. Et voilà, au moins, on sait pourquoi on se lève le matin. Excellent. Bon, Elisabeth, un très grand merci. C'était super intéressant et j'espère que les gens qui nous écoutent ont certainement beaucoup appris. Merci pour votre temps.